Enfin, le Seigneur des Ténèbres passe à l'action. Le bras droit du grand Goldie Roger en personne nous fait l'honneur de sauver sa dulcinée des griffes des chevaliers divins. Les choses bougent dans ce chapitre entre la démonstration de puissance de Rayleigh et celle de Garp qui craint rien ni personne, ou encore la séparation définitive de Shanks et Shamrock contre la volonté de Dragon. Dans cette review, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir de ce chapitre. Alors yo les bros, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et joyeux anniversaire. Nous fêtons nos 10 ans sur YouTube, 10 longues années ensemble à parler One Piece toutes les semaines. Merci à tous. C'est aussi et surtout grâce à vous que nous en sommes là aujourd'hui. Alors lâchez votre meilleur vœu d'anniversaire en commentaire, mais dites-moi également, là actuellement, vous en pensez quoi de One Piece? Du flashback, d'Elbaf, de God Valley? Allez-y, spammez. Aujourd'hui de toute façon c'est jour de fête. Et vu que c'est jour de fête, on se retrouve aussi ce soir sur Twitch pour parler du chapitre, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour 10 années de One Piece supplémentaires et de liker cette vidéo, puisque chacun de vos pouces bleus ajoutera un mois d'espérance de vie à One Piece. Oui bien sûr, vu qu'on est en 2010 sur Facebook là. Allez, merci à tous les bros, et cette vidéo va commencer après un court placement de produit. Contrairement au trésor de la ruche qui n'est pas un véritable joyau, Holzkern ne vous ment pas, ce sont bel et bien de vrais et magnifiques bijoux. Holzkern est une marque de bijouterie fondée en Autriche en 2015 qui propose aussi bien pour hommes que pour femmes des montres, bagues, lunettes de soleil ou même des étuis, tous conçus avec un style vraiment unique. Avec des matériaux uniques et particuliers comme le bois, minéraux, pierre, marbre, lapis lazuli, chaque pièce a un rendu authentique et original. Mais Holzkern, ce ne sont pas seulement du beau design. La marque s'engage aussi sur l'origine de ces matériaux, leur bois par exemple, ce qui garantit qu'il ne provient pas de la déforestation. C'est ce petit plus qui fait toute la différence. Porter un bel accessoire c'est cool, c'est bien, savoir qu'il respecte l'environnement c'est encore mieux. Chaque bijou partiellement façonné à partir de ces matières naturelles est donc unique tout en existant en de multitudes de variantes, aussi bien pour les bijoux que pour les montres. Sachez également que chaque produit est assorti d'une garantie de 2 ans, que la livraison gratuite dans le monde entier est assurée dans un délai de 5 à 9 jours et qu'avec mon code GOJI, vous bénéficierez d'une réduction de 15% sur tous les produits de la boutique en ligne Holzkern. Alors si vous voulez faire plaisir à vos proches ou à vous-même, n'hésitez pas et suivez le lien en description pour découvrir la boutique Holzkern. Les feux de la bataille se répandent absolument partout sur God Valley, mais ça n'empêchera pas Dragon de sauver Shanks et Shamrock, ou presque. Alors qu'il courait pour les sauver, considérant qu'il s'agissait pour lui d'une expiation pour sa participation à cet horrible événement, Mafei de la famille Satchel apparaît et le transperce d'un rayon laser directement sorti de sa bouche. Une attaque qui provoquera la chute de Dragon et des bébés. Shanks perdra connaissance en se cognant la tête, tandis que Shamrock sera lui, et malheureusement, kidnappé par le chevalier divin. Cette dernière est donc la femme ressemblant étrangement à Klingam et a été missionnée de rapporter les bébés, découvrant donc avec surprise que Garling avait des enfants. Heureusement, Dragon survit de justesse à la rencontre avec le chevalier divin. Il a plutôt eu beaucoup de chance même, puisque c'est une attaque de barbe blanche qui découpera Mafei en deux, ce qui sera sans grande conséquence, puisque je vous rappelle que les chevaliers divins ont la fâcheuse habitude de pouvoir se régénérer comme ils le souhaitent. Pendant ce temps, Dragon parvient à prendre la fuite avec Shanks inconscient. Shamrock lui aura malheureusement vu son destin être scellé par Mafei qui le capturera. Bon, et bien pour cette première partie assez explicite, il n'y a rien de particulier à dire si ce n'est que nous découvrons comment et pourquoi Shanks et Shamrock ont été séparés. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le destin de Shanks du coup. Comment va-t-il atterrir dans ce coffre à destination de l'équipage de Roger? Bah en fait, je viens tout juste de réaliser, avec pas mal de ping, que Dragon doit très probablement bien connaître Roger. Il ne le connaît pas personnellement, mais il le connaît de par son père qui était le marine le plus proche du roi des pirates. Est-ce que finalement, Dragon n'aurait pas volontairement placer Shanks de façon à ce que Roger et son équipage puissent le découvrir et le récupérer? Parce que là, quand on y pense, c'est un petit peu la seule solution qui s'offre à lui. Laisser Shanks dans un coffre au pif, c'est prendre le risque que les fous des Rocks puissent le récupérer. Donc merci mais non merci. Le ramener à la marine, bah là c'est strictement impossible, car de 1, aucun de ses supérieurs ne prendrait le risque de récupérer un bébé rescapé d'un jeu des Tenryubito, c'est quasiment la mort assurée. Et de 2, eh bien Dragon n'aura sûrement aucune envie que ce gamin devienne un marine plus tard et qu'il soit à son tour forcé de participer à de tels massacres. Donc oui, là, avec du recul, l'équipage de Roger est très loin d'être le pire choix qui s'offre à lui, et le futur lui donnera d'ailleurs raison. Et du coup, bah, en vous disant ça, je viens de capter autre chose. En fait, je viens carrément de comprendre l'importance assez incompréhensible au premier abord de Shaki dans ce flashback. Bah, c'est vrai, je veux bien que Oda avait l'intérêt à développer l'histoire de ses personnages, dont l'impératrice des Kuja, mais là ça prend une tournure assez folle depuis quelques chapitres, au point où Shaki devient limite bien l'actrice principale du flashback des Rocks, qui était celui de Loki de base. Même l'histoire d'amour avec Rayleigh qui fleurit dans ce chapitre, c'est pas vraiment ce qu'Oda a l'habitude de faire dans son œuvre. Les romances, ça va généralement 5 minutes, mais après il passe vite à autre chose.
chose. Bah, je comprends mieux pourquoi, et vous aussi vous allez piger. Shaki sera sauvé par l'équipage de Roger, c'est un fait dans la page finale de ce chapitre. Ce qui signifie que pendant quelques mois, voire quelques années, Shaki fera partie de l'équipage jusqu'au jour où elle rentrera sur Amazon Lily. Quel intérêt me direz-vous? Eh ben, je vous répondrai Shanks. Pendant plusieurs années, Shaki aurait pris soin de Shanks, encore bébé, lorsqu'il rejoindra l'équipage. Tous les deux seront des rescapés de God Valley et Shanks avait besoin d'une figure maternelle, quelqu'un qui ait l'instinct inné, naturel de pouvoir s'occuper d'un nourrisson et je doute que le reste de l'équipage en ait été capable. C'est pourquoi je comprends mieux le sauvetage de Shaki par l'équipage de Roger, ce même Roger qui veut récupérer les trésors de God Valley avant de quitter l'île, car c'est dans ces trésors qu'il trouvera Shanks et c'est ce Shanks qui donnera une raison à Shaki de rester davantage aux côtés de Rayleigh. C'est aussi pourquoi Shanks est venu rendre visite à Rayleigh à l'archipel Sabaody il y a une dizaine d'années. Il est venu voir son ancien vice-capitaine, oui, mais aussi celle qui a toujours eu le rôle de mère pour lui, Shaki. Shaki quittera l'équipage sans doute peu de temps avant qu'Oden les rejoigne. Elle ouvrira son bar sur l'archipel Sabaody et sera rejointe par Rayleigh lors de la dissolution de l'équipage des pirates de Roger il y a plus d'une vingtaine d'années. Peut-être que Rayleigh et Shaki n'ont jamais eu d'enfants, il n'empêche que Shanks aurait eu ce rôle pour eux. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, il me semble que ça explique bien la suite de l'histoire de Shanks. Dragon le cache dans un coffre, en sachant que l'équipage de Roger le récupérera, car ils étaient les plus aptes à l'élever, et il avait raison car Shaki, qui n'a plus d'endroit où aller vu la dissolution des Rocks, deviendra membre de l'équipage de Roger aux côtés de Rayleigh, où elle élèvera Shanks mais aussi Baggy lorsqu'ils récupéreront ce dernier. Voilà, ok, alors on va très vite fait parler de Maffei et ses pouvoirs, là le rayon laser qu'elle tire semble plutôt étrange et rappelle fortement celui des pacifistas qui sont eux-mêmes inspirés des lasers du fruit du démon de Kizaru. Si je vous parle de ça, c'est parce que le laser de Maffei semble également éjecter des particules qui ressemblent à de la lumière. C'est donc à se demander si son pouvoir ou son fruit du démon ne serait pas lié lui aussi à la lumière. Alors peut-être qu'elle a le loga de Kizaru, le Pika Pikanomi, puisque ce dernier n'avait que 20 ans et n'avait pas encore rejoint la marine à ce moment-là, ne possédant peut-être pas encore son fruit du démon. D'ailleurs, lorsqu'elle se fait couper en deux par Barbe Blanche, qui sauve in extremis et involontairement Dragon d'une mort certaine, la scène rappelle celle de Kizaru, lui aussi coupé en deux par Apu, qui a sauvé à ce moment-là Basil Hawkins avant de se recomposer avec son fruit. Donc soit elle a une capacité assez basique telle que le paramessia des rayons laser, ou même un corps de cyborg à la Frankie, soit il s'agit là d'un vrai foreshadow révélant sa possession d'un loga très connu et à la puissance terrifiante. Pendant que Dragon se bat pour sa survie et celle de Shanks, il se passe des choses autour des Rocks. Alors que Chebek court vers le centre de God Valley pour retrouver sa femme et son fils, nous en parlerons un peu après, Barbe Blanche, Big Mom, Kaido et Shiki se retrouvent à affronter leurs propres alliés. Voici les fameuses trahisons que vivaient les Rocks. Certains pirates de la ruche encerclent et prennent d'assaut le corps même des Rocks au lieu de trouver Shaki, pour la simple et bonne raison que l'emporter sur ceux qui deviendront plus tard les empereurs leur offrira une renommée bien plus exceptionnelle que le sauvetage de la plus belle femme du monde. Mais évidemment que ce sera sans effet, nous sommes face au futur plus grand pirate des mers et Shiki est là aussi, hein. Donc évidemment que personne ne pourrait rien faire contre le noyau central des Rocks. C'est ce qui me rassure. Eux précisément n'allaient pas laisser tomber Rocks dans cette guerre. Si tous leur tournent le dos, ces plus vieux Nakama continuent de le défendre et j'espère que ça en sera de même dans la suite de cet incident. D'ailleurs, les autres principaux Rocks comme Kyo, John, etc. ne semblent pas concernés dans cette trahison. Pour l'instant, ils ne cherchent pas à la mettre à l'envers à Rocks, soit par fidélité, soit car ce n'est pas encore le moment. S'ils trahissent Rocks, mieux vaut pour eux le faire lorsque Chebek ne sera pas dans la capacité de les tuer sur place, sinon je pense effectivement que ni le groupe Barbe Blanche, ni Chebek lui-même ne laissent passer une telle trahison. En parlant de John, bon vous avez capté, hein, c'est pas une surprise, il a une main mécanique. C'est pas n'importe quelle main, c'est littéralement la même que Kid, créée avec son Jiki no Mi, le fruit de l'aimant. Voilà, côte à côte, c'est absolument choquant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'avant d'être possédé par Kid, ce fruit du démon l'était par John. Voilà tout. Et c'est encore plus intéressant que John précisément ait ce fruit, vu qu'il permet de tout aimanter et d'attirer à son propriétaire. Je vous rappelle que John avait réussi à récolter un énorme trésor, il a amassé un énorme butin, et bien grâce à ce fruit du démon, c'est facile d'aimanter tous les matériaux à lui, de l'or ou de l'argent. Alors oui, vous allez me dire que l'argent et l'or ne sont pas magnétiques, mais on est dans One Piece. Big Mom n'est pas magnétique non plus, pourtant grâce à son éveil, il a réussi à l'aimanter, ou du moins en quelque sorte. Donc John aurait pu entraîner et utiliser son fruit du démon de façon à cibler précisément tout ce qui compose les trésors qu'il recherche tant.
En soi, c'est pas forcément nouveau que des fruits du démon d'utilisateurs d'il y a plusieurs années, morts il y a plusieurs années également, réapparaissent chez des personnages de notre époque. Ce fut le cas avec celui de Bankley et de Bartolomeo. Mais là, c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que ça pourrait teaser un lien entre Kid et John. N'oubliez pas leurs titres respectifs, Eustace Captain Kid et Captain John. Ils sont, et sans erreur de ma part, les seuls à porter ce titre précisément dans One Piece qui pourrait intimer une forme de connexion entre eux. Bon, physiquement, il y a des petites ressemblances, mais rien de giga transcendant à mon goût. Pour la deuxième raison, c'est en rapport avec la review du chapitre 1156 de Nina, et si je dis pas de bêtises, quand Kyo est apparu, elle a remarqué quelques particularités au niveau de son physique, notamment qu'il semblait avoir grandi d'une case à une autre, ce qui m'avait rappelé les pouvoirs du rouge, qui sont très probablement issus d'un paramécia. Rappelez-vous, du rouge pouvait convertir les dégâts qu'il recevait en énergie, augmentant à la fois sa masse et sa puissance. Eh bien, Kyo pourrait avoir ce même pouvoir quand on analyse la scène du 1156. Il semble frêle au premier abord, se fait toucher par un membre pirate de la ruche et grandit subitement en étant capable de prendre la tête du pirate d'une seule main. On note cependant une différence de masse très marquée entre son côté gauche dévêtu et précédemment frappé par le pirate et son côté droit où son poignet ne fait pas du tout la taille d'un tronc d'arbre. Donc il aurait le même pouvoir, le même fruit du démon qu'U-Rouge, ce qui implique évidemment que Kyo est aujourd'hui décédé, mais aussi et surtout que U-Rouge serait le deuxième supernova à avoir hérité d'un fruit du démon d'Erox. Alors ça veut pas forcément dire que Kyo et Rouge sont liés ni quoi que ce soit, c'était qu'une façon de découvrir l'ancienne vie des fruits du démon qui sont apparus durant l'aventure de Luffy, et je trouve ça très stylé, même si concernant Kyo et U-Rouge, rien n'est encore vérifié. En tout cas pour John, je m'attendais absolument pas ni à le voir posséder un fruit, encore moins le même que Kid, ça demande encore confirmation, mais l'apparence du bras mécanique ne peut que signifier que c'est le même pouvoir, tout comme l'immense sac de trésors qu'il traîne derrière lui et qu'il aurait ramassé grâce à son fruit. Bon, et concernant Chebek maintenant, ça ne vous aura pas échappé, il révèle le prénom de la mère de Teach. Il s'agit donc de Eris, son nom n'est pas connu, mais chose intéressante, elle serait inspirée de la déesse grecque du même nom, puisque de nombreux éléments se retrouvent entre les deux. La déesse Iris est la déesse de la discorde et du conflit, et Eris est la raison de la présence de Chebek sur God Valley, puisqu'il est venu la sauver, elle et leur fils. C'est peut-être à cause d'elle que tout l'équipage de Chebek finira par lui tourner le dos, mais bon, ça c'est trop triste, j'ai pas envie d'en parler. En parlant de leur enfant, Iris est à la fois considérée comme la sœur et la compagne d'Arès, le dieu de la guerre, titre qui irait parfaitement à Chebek et son côté belliqueux, mais surtout, la déesse Iris a donné naissance à de nombreux enfants et entités représentant des maux, des conflits et d'autres sources de problèmes, ce qui rappelle très bien tous les maux causés par Barbe Noire dans l'histoire actuelle de One Piece, allant du meurtre aux mensonges et aux batailles. Et là encore, en restant dans la mythologie, c'est marrant parce que les faits d'Eris rappellent plein de trucs de God Valley. Par exemple, la déesse Eris, n'étant pas invitée au mariage de deux divinités, a voulu se venger en lançant une pomme d'or portant l'inscription « à la plus belle » que trois autres déesses ont voulu revendiquer, Héra, Athéna et Aphrodite. C'est Paris ou Paris, je ne sais pas, le prince troyen qui a été chargé de départager les trois déesses qui ont chacune tenté de le soudoyer. C'est Aphrodite qui a gagné en lui promettant l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène. Et cet événement aurait été l'un des principaux déclencheurs de la guerre de Troie, les Grecs s'étant mobilisés pour ramener Hélène, rappelant plutôt pas mal la guerre de God Valley avec en son centre la plus belle femme du monde, Shaki, pour laquelle les pirates se sont mobilisés et ont combattu le gouvernement. J'ai du mal à croire au hasard, à mon sens Oda sait toujours très bien ce qu'il fait, surtout quand dans 2 ou 3 recherches Google, on découvre des histoires se tissant aussi bien avec les événements actuels de One Piece. Bon, de toute façon, on va brièvement reparler de la mère de Teach un petit peu plus loin, donc ouais, en tout cas c'était une belle surprise d'avoir son prénom aujourd'hui. Et bien sûr, c'est le moment de parler de Garp qui n'a pas combattu particulièrement, il n'a pas non plus fait une preuve de force jusqu'alors inconnue, mais il a farm de l'aura à foison les potes. Chapitre 708, Don Chinjao révélait que Garp était autrefois, et pour les pirates, un véritable diable vivant. Aujourd'hui, il nous confirme cette légende en allant de front combattre Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, les 3 futurs empereurs, et ce, sans hésiter une seule seconde. Ces derniers n'ont pas contre-attaqué, et ce, même si à 3, ils seraient très probablement parvenus à le vaincre, tout simplement car le temps leur faisait défaut, et ce n'était pas le moment d'enclencher un combat avec un tel monstre. Big Mom aura quand bien même tenté de le blesser avec son Heavenly Fire, mais en vain, tout comme son petit-fils face au Borobresse de Kaido. Dans le chapitre 1002, les flammes ne lui font rien. Pour Garp, ce n'est même pas une question de détermination, mais purement et simplement de force. L'attaque de Big Mom n'aurait pas pu rôtir une côte de bœuf d'après ses mots. Bref, c'est bien la preuve que Garp était une véritable menace et qu'on ne doit pas qu'au mythe de la rivalité entre Roger et lui. Pour moi, cette scène ne prouve pas que les empereurs étaient des peureux, ni que Garp était la surpuissance incarnée, juste qu'il savait très bien que le héros de la marine est bâti pour combattre des pirates comme eux, que s'il y a bien quelqu'un dans la marine capable de les affronter, bah c'est lui. Et encore pour dire vrai, on n'a rien vu de Garp.
strictement rien. C'est la première guerre dans laquelle il va vraiment nous montrer ce dont il est capable, contrairement à Roger et Newgate qui, eux, par exemple, se sont battus pendant 3 jours et 3 nuits dans le flashback d'Oden. En tout cas, on a moins de mal à se faire une idée de leur puissance à eux que celle de Garp à cette époque, même s'il nous a pondu une véritable masterclass sur la ruche il n'y a pas longtemps. Nous arrivons finalement au dénouement de ce chapitre, le sauvetage de Shaki et la fureur de Rayleigh. Shaki est dans une très mauvaise situation alors que l'équipage de Chebek et Roger s'approche de plus en plus du centre de God Valley et justement que Roger doit affronter Barbe Blanche, Summers lui s'apprête à tuer l'impératrice Kuja. Au dernier moment, Rayleigh apparaît et sauve sa dulcinée en utilisant pour la première fois une attaque nommée Igan Bana ou aussi l'âme de l'au-delà qui a une signification des plus intéressantes que nous verrons juste après. Summers subit à nouveau une attaque d'un capitaine de Roger. Il n'est probablement pas KO, mais permet de laisser à Shaki et Rayleigh partager de douces retrouvailles, scellant leur amour qui perdurera jusqu'à nos jours. Bon, sans surprise, Roméo a bien sauvé sa Juliette, mais je pensais quand même qu'il allait devoir affronter un autre chevalier divin que Summers pour ça, notamment Garling qui voulait justement récupérer Shaki comme épouse. Rien ne dit que dans le prochain chapitre, il n'apparaît pas devant eux pour récupérer son trésor, menant à un nouvel affrontement contre Rayleigh, mais aussi contre Shaki qui peut désormais se battre vu qu'elle est libérée de ses entraves. Alors effectivement, je vous disais à l'instant que la signification de l'attaque de Rayleigh était intéressante, c'est totalement le cas, et nous allons voir ça ensemble. En japonais, la technique de Rayleigh s'écrit comme la Lycoris radiata, une fleur japonaise assez largement développée en Asie que vous devez très probablement connaître, au moins visuellement. Sa couleur rouge, sa tige bien verte et ses feuilles ressemblant à une araignée sur le dos font d'elle une fleur assez exceptionnelle, encore plus quand on découvre les mythes et légendes autour d'elle. Plusieurs choses vont faire un écho assez important à la relation Shaki et Rayleigh. La Lycoris radiata a énormément de significations et de noms différents et beaucoup sont liés à l'amour justement. Dans le langage des fleurs au Japon, l'Igambana symbolise la passion, l'isolement, les retrouvailles, l'abandon et les tristes souvenirs. Alors c'est des sentiments assez semblables aux événements subis par Shaki, par exemple qui s'est retrouvé isolé et abandonné à God Valley en étant considéré que comme un prix destiné à des êtres odieux pour finir par retrouver son amour aujourd'hui qui utilisera une technique avec le nom de cette fleur pour la libérer. Elle a aussi un côté de rédemption puisqu'on dit que quiconque la voit laissera derrière lui les mauvaises actions qu'il a commises. Peut-être que ça a un lien avec le passé de Rayleigh ou un autre personnage de God Valley, notamment Chebek, et on reviendra sur lui juste après. D'ailleurs, en parlant d'autres personnages, l'un des autres et nombreux noms de cette fleur la surnomme la fleur des bébés abandonnés. Bon alors là forcément impossible de penser à autre chose que Shanks et Shamrock. Ils n'ont plus leur mère, leur père est un monstre, dur le début de game pour eux. Mais ça me fait aussi penser à un autre personnage, notre cher Teach, qui est guère plus vieux que les deux petits jumeaux et qui se retrouve au centre de tous les problèmes en étant littéralement voulu mort par les Tenryubito, qui verra son père mourir ici sur God Valley et qui sera très probablement séparé de sa mère dans très peu de temps. Juste garder Teach en tête, on en parle encore une fois après. Sinon et toujours concernant Shaki, il y a un truc assez étrange en lien avec cette fleur. Déjà comme je vous l'ai dit, la Lycoris a plusieurs noms. L'un d'eux est la Red Spider Lily. En gros, Red Spider car elle ressemble effectivement à une araignée rouge et Lily car elle fait partie de la famille des Liliacées qui comprend par ailleurs les lys qui sont souvent surnommés Lily. Voilà. Et ce petit tricks dans les noms là, Oda semble en être totalement conscient, tout en étant intimement lié à Shaki, puisque Shaki vient d'Amazon Lily, et qu'en plus de ça, Shaki est apparu dans l'œuvre en portant sur son t-shirt rouge l'emblème d'une araignée, comme la Red Spider Lily. Bon, encore une fois, merci à Nina pour m'avoir donné ces infos, c'est vrai que c'est plutôt intriguant, et attendez, ce n'est pas fini. Il y a une autre histoire autour de cette fleur dans la légende bouddhiste, la Red Spider Lily, connue sous le nom de Manchu Shage, est l'une des 4 fleurs célestes tombées du ciel pour célébrer le Sutra du Lotus par Shakyamuni, l'un des noms du Bouddha. Ce qui est plutôt intéressant car comme vous l'aurez sûrement lu dans la page finale de Manga Moins, les kanji présents dans la technique de Rayleigh désignent l'éveil bouddhiste. Alors là pour l'instant je ne sais pas quand ni même si ça aura vraiment un impact dans le futur, je pense pas, mais la ref mérite d'être intéressante à la fois à étudier et à placer dans ce contexte de retrouvailles entre Rayleigh et Shaki et dans la spiritualité même globale de One Piece, toujours très liée au bouddhisme et à l'hindouisme. Vous aurez donc capté que contrairement à l'attaque de Gaban, Futenraku ou le Kamisari de Roger, qui sont sur le thème du divin, l'attaque de Rayleigh, elle, a quand même une connotation assez sombre, dark même. Et j'ai envie de dire encore heureux, puisque nous avons affaire au grand seigneur des ténèbres. Rayleigh, c'est pas le prêtre du Vatican. Dans ce thème démoniaque, il y a donc un autre point de vue à analyser, et il concerne un jeune garçon que nous venons tout juste de mentionner, Teach. Alors,
Tout ça là, tout ce que j'ai pu vous dire sur cette fleur, ce n'est évidemment pas ce qu'elle m'a évoqué dès le tout début. Je la connaissais déjà, mais pas pour toutes ces raisons. Non, moi je la connaissais pour une seule et unique chose, c'est la fleur à laquelle est associée Teach. Vous le savez ou peut-être pas, mais Oda dans CSBS a très régulièrement associé des fleurs à ses persos. Par exemple, tout bête, mais le fils est le tournesol, une plante ressemblant à un soleil et qui pointe vers le soleil levant lors de sa floraison, parfaitement associé à Luffy, donc le dieu du soleil de One Piece. En plus de ça, c'est un beau petit foreshadow, puisque cette révélation a été faite 8 tomes avant la révélation du Gear 5. Et du coup, devinez quelle fleur Oda a choisi d'associer à Teach. Je vous laisse 5 petites secondes de réflexion, je suis sûr que vous l'avez sur le bout de la langue là, hein. Ouais. Du coup, Oda a donné à Teach la Red Spider Lily en tant que fleur à laquelle il ressemble le plus, donc Liganbana ou encore la Lycoris radiata. Hasard de dingue, non? Alors, je vais pas vous copier-coller tout ce que j'ai dit à propos de cette fleur, mais je vais vous dévoiler une des autres significations qu'on lui prête. C'est la fleur de la vie, de la mort et de la renaissance, mais aussi la fleur des ténèbres et des enfers. Bien sûr, ce sont des thèmes qui collent parfaitement à Riley, le seigneur des enfers, mais ça colle aussi à Barbe Noire, l'empereur des ténèbres. Pas seulement, je ne peux pas m'empêcher de repenser au mot de Chebek face à Imu. Je reviendrai, ainsi qu'à cette théorie sur sa réincarnation dans le corps ou l'esprit de son fils Teach, qui sera toute sa vie spéciale, différent et surtout maudit. Et si depuis la révélation de cette fleur associée à Teach, Oda sous-entendait bel et bien la puissante connexion entre Teach et le monde de l'au-delà, notamment avec son père qui osa maudire le diable en personne. Et si cette simple fleur confirmait l'existence encore aujourd'hui de Chebek comme d'un alter ego de Teach destiné à venger le clan des Davy ainsi que leur ancêtre Jones, lui-même maudit à jamais dans les océans par ce qui semble être le diable Imu. Cette simple fleur peut nous aider à imaginer et développer un tas d'histoires autour de plusieurs persos, mais c'est vraiment autour du mythe de Marshall D. Teach qu'absolument tout semble prendre sens tant ses liens avec les ténèbres et les enfers sont omniprésents. Bon, à chaque nouveau chapitre, vous avez également de nouvelles questions et vous m'en avez posé encore beaucoup cette semaine, donc c'est l'heure d'y répondre à quelques-unes d'entre elles et de voir les éventuels éléments que j'ai pu oublier de développer dans la review. Alors c'est parti pour le courrier de Goji. Hello Goji, avec la planche où on a vu les 4 empereurs, est-ce que c'est pas Shanks qui aurait battu Shiki et serait devenu empereur? Alors l'idée est intéressante, mais ça colle pas niveau date, puisque dans le chapitre 0, on découvre un Shiki se faisant emprisonner à Impel Down après avoir entendu dire que Roger s'était fait capturer par la marine il y a donc 24 ou 25 ans. Donc en gros, à partir de ce moment-là, Shiki était en tôle et il y est resté pendant je crois 4 ans avant de devenir le premier évadé d'Impel Down et mettre son plan en place pendant 20 piges en disparaissant totalement des radars jusqu'aux événements du film Strong World. Donc non, Shanks n'a rien à voir avec Shiki ni avec l'idée qu'il ait pris sa place d'empereur. Sans les événements de Strong World par contre, ça aurait pu totalement coller. Il y a un truc que j'ai pas compris, Garling ne sait pas qu'il a 2 enfants car le chevalier divin en sauve qu'un seul en pensant qu'il n'y en a qu'un. Bah écoute, elle parle du bébé au singulier tout le long du chapitre, donc j'imagine que Maffei ne savait pas qu'il y en avait 2. Après, il faut capter que Maffei a été missionné par quelqu'un pour récupérer le gamin de Garling, cette personne a peut-être mal compris la consigne et a demandé à récupérer qu'un seul enfant sans savoir qu'il y en avait 2. Enfin là, en tout cas, on peut pas savoir ce qu'ils se sont dit, mais Garling, lui, sait très bien qu'il a des jumeaux, vu qu'il les a vus dans le chapitre 1159. Le problème se trouve justement autour de celui qui devait les ramener. Quand Garling va par contre réaliser qu'un seul enfant a été ramené, il y a fort à parier qu'on verra l'un des Tenryubito ou l'un des chevaliers divins mourir sous ses coups, puisqu'ils n'auront strictement aucune idée d'où se trouve le deuxième, tranquillement installé dans l'un des coffres de Roger. Je comprends mieux pourquoi Shanks était appelé l'enfant de la destinée là. La vie était totalement de son côté en fait. Quel lien y a-t-il entre le nom de la mère de Teach, Eris et le bouclier démoniaque d'Imu où il y a marqué Eris d'Ittar? Alors c'est effectivement bien bizarre, il faut aller au chapitre 1150, chercher cette page-là et la zoomer sur le cercle d'invocation d'Imu pour y voir cette inscription avec tout un tas d'autres inscriptions assez incompréhensibles. En checkant vite fait, je sais pas si le E est vraiment un E puisqu'à côté se trouve une lettre qui y ressemble vraiment pour le coup, mais en vrai le hasard est absolument immense, le fait que ce soit lié à Chebek, l'ennemi d'Imu, qu'il y ait la lettre D qui puisse aussi être le nom de famille de la mère de Teach, tout comme Ace avait comme mère une D également. Puis la révélation se fait à une dizaine de chapitres d'écart, donc même en essayant d'être pessimiste de fou, c'est dur de pas y voir quelque chose. Alors ça pourrait signifier plein de choses, notamment que Eris n'est pas le prénom de la femme de Chebek, mais son nom, tout comme Chebek justement se faisait appeler Rox. Eris serait une famille de D importante, mais peut-être à l'origine de la magie noire d'Imu, voire même un membre de sa famille à elle. On sait que Imu vient des Nerona, mais son père ou sa mère était peut-être un D et venait de la famille Eris. Surtout quand ce nom, comme nous l'avons vu, est lié à la déesse grecque de la discorde et que, pire encore, Eris est la fille de Nyx, la déesse de la nuit, sœur des ténèbres et enfant du chaos. On peut facilement imaginer que la mythologie de One Piece s'écrit sous nos yeux dans les cercles démoniaques d'Imu qui concernent sa famille, tout comme elle concerne la famille de Teach, possédant du sang de la lignée maudite des Davy et peut-être de la lignée démoniaque des Eris. À voir, mais c'est effectivement hyper intéressant, ouais.
Je vois des grands débats sur Garp car il reste dans la marine malgré qu'il soit au courant pour les agissements de Dragon Céleste. Tu en penses quoi? Dragon a direct quitté la marine et même créé les Révaux, Garp rien. Bah moi je pense toujours la même chose, que Garp ne s'indigne pas plus que ça des agissements des Dragons Célestes, bah ça me dégoûte. Voilà, c'est vraiment le point noir du personnage que j'aime pourtant de fou, tout comme d'ailleurs Roger et Oden qui n'ont pas daigné s'occuper de Kaido en arrivant sur Wano alors que ça aurait mis fin à la misère du pays. Je sais aussi que Garp n'a toujours pas été développé, voilà, et on ne sait véritablement rien de son histoire, on ne sait pas pourquoi il a cette passion pour la marine, ni ce qui le maintient là-dedans, alors qu'objectivement, elle ne répond en rien à ses attentes humaines. Non, ouais, c'est un peu compliqué pour l'instant de débattre sur Garp, comme c'est compliqué de débattre sur Dragon aujourd'hui en tant que révolutionnaire à qui on reproche toujours de ne pas passer à l'action. Parce que j'aimerais bien le descendre pendant 15 minutes, dire à quel point c'est honteux de donner sa force aussi exceptionnelle à une justice capable de défendre de tels déchets, mais je sais que quand Oda dévoilera véritablement son flashback, on va tout de suite changer d'avis. Alors dans un premier temps, oui, j'aime pas ce que fait Garp, mais je sais aussi que ça peut changer en un seul chapitre lorsqu'on découvrira ses réelles motivations qui ne sont pas que le combat avec Roger, et j'ai pas envie de taper un virage total lorsque ça arrivera. Rei et Shaki, parents de Mihawk. Ça en devient quasi une certitude maintenant, tu en penses quoi? Eh bien, sauf s'ils ont fait des dingueries 5 ans avant God Valley, c'est impossible. En effet, et bien que j'aimais beaucoup le principe de la théorie Mihawk, fils de Rayleigh et Shaki, ce flashback la dément totalement puisque le plus grand épéiste du monde a 43 ans, il est donc né 5 ans avant l'événement de God Valley, une époque où Rayleigh et Shaki ne se fréquentaient pas encore. Désolé mon ref, mais c'était bien essayé. Nous arrivons de notre côté à la fin de cette review, j'espère quand même que cette vidéo vous aura bien plu, le chapitre était très bon, mais pour moi, c'est surtout des chapitres à react là, avec tout le factuel qui a été proposé, c'est difficile d'établir une analyse concrète. Je vous invite à nous rejoindre ce soir pour en parler en live avec vous, à rejoindre la chaîne secondaire pour avoir les rediffs directement sur YouTube et gratuitement. Je vous invite aussi à liker et à vous abonner, et pour finir évidemment un grand merci à Allskern pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de retrouver tous les liens utiles en description. On s'est tout dit, merci à tous, joyeux anniversaire à nouveau, prenez soin de vous et de vos proches, peace les bros.